Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Les titres du journal. Une consultante en finances publiques au Palais de l'Unité ce mercredi, Cristina Rivero de Teyssen, a été reçue en audience par le président de la République. Paul Biya et son hôte ont parlé d'investissement. Les leçons du drame des ECA 7 mois après l'accident du train 152 de la Camraille. Les responsabilités ont été établies par le rapport d'enquête du président de la République. Nous aurons les premières réactions des victimes dans le supplément de la rédaction. Et puis l'Académie nationale de football a ses premiers dirigeants. Carl Enongachu, le directeur général, Issa Ayatou, le président du conseil d'administration, ont été nommés cet après-midi par un décret présidentiel. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Commençons donc par cette audience du président de la République. Paul Biya a reçu ce mercredi Madame Cristina Rivero de Teyssen, une consultante internationale qui se propose de travailler à la mobilisation des capitaux au profit de notre pays. Le reportage d'Yves-Marc Mezzo. Pas de trêve au sommet de l'État. Après un week-end consacré aux manifestations marquant la 45e édition de la fête nationale, le Palais de l'Unité est de nouveau au devant de la scène. Sur l'audiencé du président de la République ce mercredi, un nom et un visage auquel il faudra désormais s'habituer. Madame Cristina Rivero de Teyssen, consultante internationale. Madame Cristina Rivero de Teyssen est une consultante internationale dont le lobbying a déjà permis l'implantation dans notre pays de quelques agro-industries. À l'issue de la longue audience que lui a accordée le président Biya ce 24 mai 2017, elle a clairement fait part de son désir de participer à notre projet d'émergence en travaillant à la mobilisation des capitaux. J'ai eu le privilège d'avoir l'occasion de rencontrer le président Biya et nous avons parlé de possibilités pour apporter justement d'autres capitaux, pour des nouveaux investisseurs, pour le bon développement de votre pays. On n'en saura pas davantage, la primeur étant restée à qui de droit. Mais de toute évidence, les prochains mois permettront de mieux cerner les ambitions de cette consultante internationale pour notre pays. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a reçu cette fin de matinée Jean-François Thévenaz, le directeur de JFT Consulting et Gestion. L'hôte du secrétaire général de la présidence de la République est venu présenter son projet de création d'une caisse nationale d'assurance maladie et d'accidents dans notre pays. Un projet qui vise une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Nous y reviendrons, bien entendu. L'argent sale qui ruine les économies africaines, les experts veulent arrêter la saignée qui obère les efforts de développement. Ils sont réunis à Yaoundé depuis ce matin dans le cadre d'une conférence internationale. Les travaux étaient ouverts par le Premier ministre Philémon Yan. L'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle est à l'initiative de cette conférence. Lucrèce Medoundiemba. 50 milliards de dollars, c'est le montant des flux financiers illicites qui proviennent de l'Afrique chaque année. Cette enveloppe d'argent sale a été rendue publique au cours de la conférence internationale sur le thème « Combattre ensemble les flux financiers illicites, une approche africaine pour un phénomène mondial ». Les visages de cet argent sale sont bien connus. La vente de matières premières issues de la guerre, ce qu'on appelle les matières premières du sang. La transformation des flux financiers issus de la drogue, par exemple. Nous en avons ici en Afrique centrale, nous en avons en Afrique de l'Ouest. Le transport de fonds immenses qui se font par des mécanismes irréguliers et qui appauvrissent la chaîne de la dépense publique. Et ce sont les projets de développement de l'Afrique qui sont ainsi hypothéqués, avec à la clé des pertes sèches pour les économies du continent. Le Cameroun a perdu 7 milliards de dollars. Pour l'Afrique, c'est entre cette période de 2003 et 2012, ils ont perdu en francs CFA 4 200 milliards. On comprend alors toute l'importance de ces assises de Yaoundé qui regroupent entre autres des experts de l'Union africaine, du Parlement panafricain, de l'Union européenne et du groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent. L'objectif visé ici étant une prise de conscience collective et un plan d'action commun contre les flux financiers illicites. Cette concertation va permettre aux participants de sortir avec une déclaration, un plan d'action pour pouvoir combattre ce phénomène et de mettre en œuvre ce plan d'action et même
un mécanisme de suivi. Les travaux ouverts par le Premier ministre Philémon Yan s'achèvent vendredi prochain. Le supplément de la semaine est consacré au drame d'Ezeka. 7 mois après, le rapport de l'enquête prescrit par le président de la République ramène le sujet au cœur des préoccupations. Alors, quelle suite après la publication hier par le président de la République des résultats de l'enquête sur l'accident ferroviaire d'Ezeka? 2 aspects semblent le plus préoccuper. Le sort réservé à Cam Rail, dont la responsabilité a été établie par le rapport, et les indemnisations des victimes et ayants droit. Il y aura dans tous les cas des conséquences économiques et judiciaires. Notre reporter a recueilli les avis de quelques experts dans ce reportage. Rabiatoula. Système de freinage défaillant, rallonge inappropriée de la rame, surcharge. Les faits sont accablants et le verdict des experts formel. Le train numéro 152 ne respectait pas certaines règles de sécurité. Cam Rail est donc considéré comme principal responsable de l'accident. Sera mise à la disposition de la justice, qu'on puisse évaluer des sanctions civiles ou pénales. L'État du Cameroun demande à la Cam Rail de payer des dommages et intérêts. L'État démontre de manière claire qui est responsable et l'État aussi démontre qu'elle a sa part de responsabilité puisqu'elle dit dorénavant il faudra prendre plus de mesures de sécurité ou bien pour protéger des gens en cas de ce type de drame. Des morts par dizaines, des blessés par centaines, logiquement donc des sanctions appropriées, mais également un processus d'indemnisation à finaliser dans les meilleurs délais. Je prends à titre d'exemple quelqu'un qui est paralysé à 30 ans, menait une activité professionnelle depuis 5 ans. Il faudrait compenser ce coût d'opportunité ou ce coût de gain salarial qu'il aurait pu avoir. Il y en a qui ont laissé des veuves et enfants. Il n'y a point d'autre voie de sortie que de payer. L'État tient à renforcer son droit de regard sur l'activité. Un audit de la convention de concession État-Cam Rail est prescrit. Une plus grande présence de l'État dans la société aussi. Dans le cas de Cam Rail, ça a été une concession sans un regard et une implication opérationnelle de l'État, notamment en matière des normes sécuritaires que doivent tenir une compagnie ferroviaire. Ce qui est le cas par exemple pour l'aviation, où l'autorité aéronautique existe. Et l'État annonce à brève échéance la création de la Société de gestion du patrimoine du chemin de fer. Elle aura pour rôle l'entretien du réseau ferré et la mise sur les rails de projets de modernisation et d'extension du chemin de fer. Les victimes de la tragédie du 21 octobre 2016 à Ezeka réagissent à la publication des résultats de l'enquête sur l'accident ordonnée par le président de la République, de la joie et de la reconnaissance à l'annonce de l'assistance financière complémentaire d'1 milliard de francs CFA, mais encore par l'émotion devant cette petite attention du chef de l'État qui a décidé de l'érection d'une stèle du souvenir à Ezeka pour la commémoration de cette tragédie. Quelques rescapés se sont confiés à notre reporter Martine Noël Ndengue. Tous, jusqu'à ce mardi, s'étaient mis en mode veille et oubli. Ezeka, son drame, était enfui sous plusieurs couches d'émotions qu'on évite de réveiller. Nous avons pu reprendre goût à la vie, si on peut dire ça comme ça. Essayer de penser les plaies, de penser les souffrances, de passer à autre chose. Et puis la touche du président Paul Biya, qui d'abord indique un coupable, mais ensuite prodigue le geste qui sauve 1 milliard de francs CFA aux victimes. Dans un état de choc, souvent les gens ne réalisent pas, quand bien même ils sont aidés. Mais lorsque quelqu'un a retrouvé sa lucidité et qui est un élan de cœur qui se manifeste par une telle précision, cela ne peut que nous donner satisfaction. Le plus important est que cette aide soit distribuée de manière objective à toutes les personnes concernées et que cela vienne en aide à nous les sinistrés. Ce ne sera jamais que de l'argent, le chef de l'État le sait.
Dans un second élan de cœur, il institue une place du souvenir, la stèle qui va être construite sur ce site où errent les esprits de leurs proches depuis ce 21 octobre 2016. Cela traduira ce malheureux événement que nous aurions eu dans notre pays et permettrait aux enfants de s'en souvenir, même après nous. Il y a enfin le procès contre le coupable désigné, mais à quoi bon semble-t-il dire? Chez nous, on dit une faute avouée à moitié pardonnée. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que ceux qui seront reconnus comme responsables de cette catastrophe puissent se placer en face de nous autres victimes et nous demander pardon. Pardonnez donc, essayez d'avancer ensuite, surtout qu'il y a désormais quelques moyens présidentiels. C'était un vendredi noir que ce 21 octobre 2016, suite à l'effondrement d'une bus sur l'axe Yaoundé-Douala sur la nationale numéro 3, la horde de voyageurs va se rabattre sur le train 152 à quai à la gare de Yaoundé. Le déchaînement des événements va conduire à cet accident tragique à quelques 200 km de la capitale, près de la gare des Écas. 79 morts, près de 600 blessés. L'horreur, l'évocation d'une journée que tout le monde souhaiterait oublier. Éric Benjamin Lamère. Le 21 octobre 2016, le Cameroun aura connu son vendredi noir. Un enchaînement d'événements couronné par la catastrophe ferroviaire des Écas. En cette matinée pluvieuse, c'est l'axe lourd Yaoundé-Douala qui s'invite en premier dans l'actualité, avec l'effondrement dans la nuit au niveau du lieu dit Magnaï d'une buse. Le trafic est interrompu sur cette route vitale qui relie les deux plus grandes villes du pays. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre en ce jour de grand départ en week-end dans les deux sens. Très vite, les voyageurs prennent d'assaut les gares ferroviaires de Yaoundé et de Douala qui proposent 2 voyages quotidiens au départ de chacune des 2 villes. Entre-temps, les réseaux sociaux s'affolent. Aux alentours de 10 heures, un internaute annonce un déraillement. L'information est illustrée par des photos d'archives d'un déraillement intervenu en 2009. L'information devient rapidement virale et est reprise des centaines de fois. Très peu de personnes ne se rendent même pas compte que le chemin de fer ne passe pas par Pouma où est annoncé ce faux mais prémonitoire déraillement. Dans les gares de Yaoundé et de Douala, l'affluence et la pression montent. Pour y répondre, et le train 152 peut enfin quitter la gare de Yaoundé avec plus d'1 heure de retard. Comme dans un cauchemar, le train 152, pris de folie, déraille au niveau de la gare des Écas presque au même moment où le gouvernement dément la fausse information ayant envahi les réseaux sociaux. La confusion est totale. Quelques rescapés de la catastrophe postent les premières photos du drame sur Internet. Une équipe ministérielle se rend sur le site et les secours s'organisent bon an mal an autour d'un hôpital des Écas débordé. Cette même nuit, les morts et les blessés sont tous évacués vers Yaoundé à bord d'un train spécial. Pendant 3 jours, militaires, gendarmes, policiers et agents de la protection civile, aidés par les populations riveraines, procèdent à la fouille et à l'extraction des victimes encore coincées dans la ferraille. Au bilan officiel, on comptera 79 morts pour ce qui reste la plus grande catastrophe de l'histoire du chemin de fer camerounais. Le président de la République a su prendre toute la mesure de ce drame classé au rang de grande catastrophe. Parmi les mesures annoncées dans le communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République hier, il y a la relecture du contrat de concession qui lie l'État du Cameroun à la société Camrail, responsable principale de la tragédie des Écas. L'ampleur des mesures, la fermeté du ton et la détermination affichée donnent un aperçu de l'engagement du président de la République à tirer toutes les conséquences de cette tragédie. Le commentaire d'Yves Macmedjo. Des images d'une rare violence qu'on n'est pas prêt d'oublier. Celle des restes du fameux train Intercity 152, parti de Yaoundé le 20 octobre 2016 pour la capitale économique et qui va devenir moins de 2 heures plus tard un train martyr. Près de 80 vies fauchées à jamais, des dizaines de blessés et des dégâts matériels considérables. La nation camerounaise tout entière est en état de choc. Sitôt informé, le président de la République, qui monitore la situation en temps réel, décide d'abréger son séjour à l'étranger pour regagner le bercail. À sa descente d'avion, Paul Biya va s'adresser à ses compatriotes dont il partage la détresse. Comme vous le savez, ce déraillement causait des dégâts matériels
important, de nombreux morts, de nombreux blessés. Ma pensée et mes premières paroles vont d'abord aux familles des victimes et aux blessés. Et je tiens à renouveler à leur intention toutes les condoléances, la tristesse que je ressens. Aux blessés, je souhaite un rétablissement rapide. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés et une incroyable chaîne de solidarité nationale se met en place. Les drapeaux sont en berne, le pays tout entier porte le deuil. Dans le même temps, le chef de l'État s'engage à faire toute la lumière sur cette catastrophe. J'ai ordonné au gouvernement de prendre un certain nombre d'actions, un certain nombre de mesures. En particulier, j'ai prescrit une enquête approfondie pour établir les causes profondes de cet accident. 4 jours plus tard, une commission est créée par ses soins et placée sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, preuve, s'il en était encore besoin, du profond attachement que le président de la République accorde à la manifestation de la vérité. Pendant près d'1 mois, la commission d'enquête, qui est logée dans les services du Premier ministre, va procéder sans discontinuer à des dizaines d'auditions. Vont ainsi défiler devant elle les membres du gouvernement, les autorités administratives, mais aussi les responsables de l'entreprise en charge de la concession du chemin de fer, entre autres. Parallèlement à ces auditions, l'expertise nationale et internationale est sollicitée et des descentes sur site effectuées. C'est donc le fruit de ce minutieux travail de recherche, d'analyse et de recoupement qui vient d'être rendu public par le chef de l'État. Sans embâche, le rapport de la commission d'enquête, mise en place par le président Biya, impute à l'entreprise Camrail la responsabilité à titre principal du déraillement du train 152. Non-respect des règles élémentaires de sécurité, négligence et prescriptions hasardeuses constituent, entre autres, le cocktail explosif qui a conduit inéluctablement à cette catastrophe. Tirant naturellement les leçons de cette situation, le président de la République instruit la relecture de la convention de concession qui lie l'État du Cameroun à l'entreprise Camrail depuis 18 ans maintenant. Paul Biya va d'ailleurs plus loin en prescrivant la création à très court délai d'une société de patrimoine du chemin de fer avec en prime un droit de regard plus affirmé des pouvoirs publics dans la vie de cette entreprise. Il va de soi que la transmission du rapport d'enquête à la justice devrait annoncer des lendemains pas nécessairement sereins pour les coupables, contre lesquels le président Biya demande d'ailleurs formellement des sanctions appropriées. Dans l'actualité nationale également, la gestion des mouvements de foule qui met à l'épreuve très souvent l'aptitude des forces de sécurité à les encadrer. La récurrence de ces mouvements à travers le continent impose une réflexion sérieuse, le défi étant de trouver la mesure entre le respect de la libre expression des opinions et l'impératif de maintien de l'ordre public. Le sujet est au centre du 4e colloque international de l'EI-Force. Le ministre de la Défense a ouvert les travaux de 2 jours ce matin. Le compte-rendu de Séverin Ali Gambili. L'École internationale des forces de sécurité organise ce colloque sur la gouvernance et la gestion démocratique des mouvements de foule en partenariat avec le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, l'École nationale d'administration et de magistrature. Un sujet d'actualité discuté pendant 2 jours par les experts et praticiens, les universitaires travaillant sur les questions de sécurité et de démocratie en Afrique. Dans une foule, il y a des êtres humains comme nous. Comment devons-nous empêcher que cette manifestation ne dégénère sans qu'elle ne soit une répression froide? Ça participe donc du comment vivre ensemble, un thème d'actualité. Dans l'espace des libertés publiques, les mouvements de foule sont en quelque sorte un moyen d'expression d'un groupe de personnes données.
Le plus important, c'est de prévenir les menaces qu'ils peuvent avoir sur la sécurité ou la survie de l'État. Il y a des inductions qui peuvent, sur le plan socio-économique comme sur le plan sociopolitique, avoir des effets et provoquer des frustrations, notamment qui peuvent s'exprimer en termes de colère des foules. L'État, dans sa mission régalienne de protection et de maintien de l'ordre, se doit donc de tenir compte de tous ces effets induits pour agir en amont. En se posant des questions sur les concepts et en remuant les expériences d'ici et d'ailleurs, les participants au colloque doivent dégager de leurs réflexions un échantillon de bonnes pratiques en matière de gestion des mouvements de foule. Les présentes assises devront donc mettre en lumière, pour mieux les comprendre, les ressorts, les mécanismes et les manifestations des mouvements de foule, lesquels, à l'ère de la mondialisation, peuvent autant s'inscrire dans les dynamiques de consolidation démocratique que dans le champ des menaces à l'ordre public, voire étatique. Il faut y aller en tenant compte de ce que l'Afrique est riche de faits, montrant que la répression des mouvements de foule peut faire le lit de l'instabilité. Des noces d'or pour la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et l'anniversaire s'est célébré au cours d'un colloque autour du thème 50 ans et l'arbitrage en Afrique. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, a réitéré à l'occasion l'engagement du Cameroun à œuvrer à la vulgarisation du droit commercial international. Le compte-rendu de Jean-Paul Pondo. 50 ans et l'arbitrage en Afrique, deux éléments importants et un panel des membres du gouvernement pour la célébration des noces d'or de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la CNUCI. Mais le colloque de 2 jours, ouvert par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, permet de rassembler toutes les parties prenantes dans le commerce international ainsi que de l'exécutif de l'OADA pour harmoniser et faciliter les échanges commerciaux. Pas moins de 9 allocutions pour présenter l'action de la CNUCI dans l'environnement commercial international. C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA, a apprécié la synergie entre elle et la CNUCI. Les membres du gouvernement, chacun dans son domaine, ont réitéré l'engagement du Cameroun dans cette commission. De nombreux instruments juridiques et l'accord de siège signé par le Cameroun sont des acquis consolidés par la CNUCI. Le chef de l'État a prescrit que le Cameroun adhère à la Convention de Maurice, qui est un instrument utile pour mieux encadrer le système d'arbitrage intervenant entre les États et les investisseurs. La CNUCI est en train de créer un centre régional en Afrique. Et le chef de l'État a décidé que ce centre va être localisé au Cameroun. Le droit de l'arbitrage proposé par les organisations internationales et régionales d'une part, et d'autre part, la pratique de cet arbitrage en Afrique sont des sous-thèmes qui animent les débats menés par des juristes à la renommée établie. Le Cameroun et la Corée coopèrent en vue d'améliorer l'offre en énergie électrique destinée aux ménages. Des propositions ont été formulées au cours d'un forum qui a réuni les deux parties aujourd'hui à Yaoundé. Voici le compte-rendu que nous en fait Irène Zanafouda. Le Cameroun et son partenaire coréen explorent de nouvelles pistes pour améliorer l'offre en énergie électrique. Et pour effectuer ce saut qualitatif, il faut se référer aux énergies renouvelables qui connaissent du succès sous d'autres cieux. L'un des pans mis en exergue au forum de coopération Corée-Cameroun dans le domaine de l'énergie. La partie coréenne qui répond présent à Yaoundé a des propositions concrètes pour faire avancer les choses. Cette année, nous parlerons des possibilités dans les énergies renouvelables. Je pense que c'est un des axes où le gouvernement fait tout son effort pour développer, pour avoir différentes options pour l'offre de l'énergie stable dans ce pays. C'est un travail d'équipe qui nécessite côté camerounais la révision du réseau électrique et du circuit de distribution. Un programme que nous entreprenons avec la collaboration de la Banque mondiale qui consiste à refaire l'ensemble du réseau de transport afin d'en augmenter la capacité et réduire les pertes d'énergie provenant du réseau de transport. Une démarche qui tend à faire en sorte que l'offre en énergie électrique soit supérieure ou égale à la demande des populations qui veulent que
l'époque des délestages soit révolue. Les retards dans l'exécution des grands projets routiers ne sont pas une fatalité. Trop de chantiers, malheureusement, piétinent. Le corridor Brazzaville-Saint-Mélima-Yaoundé, l'autoroute Yaoundé-Douala, pour ne citer que cela. 2 comités interministériels ont été installés aujourd'hui par le ministre des Travaux publics. Leur mission, faire sauter les goulots d'étranglement. Inès Magoum. Pour cette première séance de travail au ministère des Travaux publics, ce mardi 23 mai, les membres des 2 comités interministériels récemment créés se sont appesantis sur les problèmes de libération des emprises rencontrés sur l'itinéraire Saint-Mélima-Bikoula du corridor Brazzaville-Saint-Mélima-Yaoundé. Objectif, mieux structurer les positions du Cameroun dans ses options stratégiques en matière de développement des réseaux routiers et autoroutiers, préparer et accompagner le passage du mode de contractualisation actuel au mode de partenariat public-privé. Le plan d'action prévoit effectivement, après la mise en place de ces 2 structures, la désignation formelle, évidemment, par les chefs de département et les chefs d'institution concernés, et l'inventaire qui a commencé séance tenante des problématiques, de manière à ce que la mise en œuvre cohérente soit par 20 mots. Et pour ce faire, l'État bénéficie de l'appui de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Société financière internationale et de la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats. Pour clore cette rencontre initiale, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a insisté sur la nécessité d'arrimer les interventions actuelles aux perspectives de développement routier et autoroutier du Cameroun. Le directeur général de la Camerco poursuit son opération de séduction dans le Septentrion. Ernest Dikoum est arrivé aujourd'hui à Garoua avec dans sa valise son plan de relance de la compagnie aérienne nationale. Il devrait y avoir une plus grande mobilité du trafic aérien vers cette destination. Pascal Claver-Ndanga de CR TV Nord. Le directeur général de Camerco a tenu à échanger en toute franchise avec ses nombreux invités et surtout les hommes de médias. Grâce au constructeur Boeing, la compagnie nationale s'est dotée d'un plan de relance sur 7 ans qui prévoit le renforcement de la flotte et la diversification des destinations. Le directeur général a annoncé que l'accent sera mis sur les vols domestiques. À cet effet, la compagnie dessert déjà 6 régions sur 10 avec 72 vols hebdomadaires. Nous disons merci aux autorités. Nous ne pouvions pas croire que ça devait se passer déjà aussi bien. C'est une visite commerciale. On est venu sur le terrain dans la région du Nord et pour toucher du doigt un peu les réalités de nos clients et des opérateurs économiques. Pour assurer la mobilité des Camerounais à l'intérieur du pays, un nouveau plan tarifaire sera disponible dès le 1er juin 2017. La Cameroun's Airline Corporation, grâce à son équipe dirigeante, a pu améliorer à 91% la régularité des vols et 83% la ponctualité. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abateidi, a salué cette initiative qui vient battre en brèche les rumeurs et autres fausses informations propagées sur Camerco, une fierté nationale. Il a ensuite invité les usagers et surtout les agents publics à faire confiance à Camerco pour relever les défis de sa relance. Reparlons encore du 20 mai 2017 et de cette innovation de la Marine nationale qui a fait tâche. De nombreux navires sont partis en tournée de célébration et d'amitié dans le golfe de Guinée. Mais au-delà, la mission avait des visées sécuritaires. Notre reporter a embarqué à bord du Navy Ship Ntem, l'un des 4 pavillons déployés dans la sous-région. Reportage Maïmouna Mohamedou Nadia. La fête de l'unité nationale sur les eaux internationales. À bord du Cameroun Navy Ship baptisé Ntem que commande le capitaine de corvette Bertrand Elingi Mekinda. Le 20 mai, le bateau de guerre a jeté l'ancre à Calabar au Nigeria. Occasion pour ses occupations de prendre aussi part aux manifestations marquant l'an 45 de l'unité nationale dans la pure tradition militaire. Parmi les témoins privilégiés, le consul du Cameroun à Calabar, Michel Auguste Atangana, mais aussi des officiers de l'armée nigériane sous la conduite du général Dion Oluode. Le 20 mai au Nigeria était aussi marqué par un match de volley-ball. La rencontre a opposé les marines camerounaises et nigérianes. La partie se solde par la victoire du Nigeria en toute amitié.
Il s'est plus agi de renforcer les liens séculaires entre les deux nations. Plus encore, face à un ennemi commun. Une relation solide pour verrouiller davantage la sécurité dans le golfe de Guinée. À Washington DC, le 20 mai 2017 a été à la fois un moment de communion entre les Camerounais vivant aux États-Unis d'Amérique, mais également la célébration de l'amitié entre le Cameroun et les États-Unis. L'ambassadeur Henri Etundi Essomba a salué les efforts du gouvernement camerounais dans la préservation de la paix et de l'unité nationale. Je vous propose de suivre cette correspondance particulière. En moment de célébration de la 45e fête nationale de l'unité du Cameroun à Washington DC, ce 20 mai 2017. Honneur adressé aux deux nations amies à travers l'exécution des hymnes nationaux américains et du Cameroun. Il s'en est suivi une allocution de son Excellence Henri Etundi Essomba qui a tenu à ressortir les avancées économiques et sociopolitiques du Cameroun, fruit des efforts effectués par le gouvernement sous la direction de son Excellence Paul Biya, président de la République. Plus tard, l'on a eu droit au cérémonial de remise des médailles d'honneur aux officiels de l'ambassade du Cameroun à Washington, des ONG œuvrant au Cameroun ainsi que des partis politiques. Un moment intense de reconnaissance qui n'a pas laissé indifférents les heureux récipiendaires. Je voudrais tout simplement exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour cet honneur et ce privilège de m'avoir élevé au rang de chevalier de l'ordre de la valeur. Au cours du buffet géant offert pour couronner l'intense moment de célébration, l'occasion a été donnée de renouer avec les rythmes musicaux du pays à travers la prestation scénique de Charlie Nelly et l'association des Sawa aux États-Unis. Et pour sortir, c'est sur un conseil de sages à l'endroit des Camerounais que l'ambassadeur a tenu à exprimer toute sa satisfaction quant au bon déroulement de la 45e célébration de la fête nationale de l'unité du Cameroun à Washington, D.C. Et ces clichés de la fête de l'unité nationale dans la Leki et la Haute-Sanaga, à Minta, la place des fêtes a connu une forte mobilisation des populations venues assister à la grande parade civile et militaire. À Monatélé, c'est par la remise des médailles à 21 récipiendaires que les festivités ont démarré. Particulièrement applaudi pendant le défilé, le carré des députés juniors. La synthèse avec Philippe Roger Essama de CRTV Centre. À Monatélé dans la Leki, 3 temps forts ont ponctué le 20 mai 2017. D'abord, la remise des distinctions honorifiques. 21 récipiendaires au total qui ont été élevés par le préfet au nom du chef de l'État aux différentes catégories des ordres nationaux. Et le sous-préfet de Monatélé d'épingler des médailles d'honneur de travail aux poitrines des personnels de la commune de Monatélé. Ensuite, le défilé militaire avec en tête la gendarmerie. Pas alerte, savamment marqué, tout comme la police, l'administration pénitentiaire, forêt et faune, les anciens combattants et victimes de guerre. Enfin, le défilé civil avec un carré spécial député junior et celui symbolisant l'unité nationale, ce qui caractérise le vivre ensemble. Les jeunes du primaire scandaient à leur passage des chants patriotiques d'unité et de paix, eux qui se disent fidèles au Cameroun. Ceux du secondaire ont fait preuve de discipline et d'engouement avant les mouvements associatifs et les communautés diverses. Le passage des partis politiques, PPD, Parti pour le progrès de la démocratie, l'UNDP et le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a mis un terme à la fête de l'unité à Monatélé. C'est le défilé militaire composé d'une section de la gendarmerie et de la police locale qui a ouvert les cérémonies marquant la célébration de la fête de l'unité à Minta. Puis, dans une ferveur patriotique, une trentaine d'établissements primaires, secondaires, formations professionnelles et associations se sont illustrés dans une parade riche en couleurs et agrémentée de chants exaltant l'unité nationale, sous le regard admiratif de la tribune officielle. Côté parti politique, la grande mobilisation du RDPC a illustré son habituelle démonstration de force. La note spéciale du 20 mai à Minta aura été l'exposé donné sur les emblèmes nationaux et la prière œcuménique élevée pour que Dieu accorde la paix, la stabilité et la prospérité au Cameroun.
À l'étranger, Donald Trump poursuit son déplacement sur le sol européen. Le président américain s'est entretenu ce mercredi avec le pape François et les autorités italiennes. Au menu, les questions liées à l'immigration et au libéralisme économique. Et les échos de l'Assemblée générale de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom est le nouveau directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Il a été élu hier. La synthèse avec Séverin Aligambili. L'Afrique est à l'honneur à la 70e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. L'Éthiopien Tedros Adhanom, soutenu par l'Union africaine, a été élu directeur de l'OMS. L'ancien ministre éthiopien des Affaires étrangères, chercheur renommé sur le paludisme, est le premier Africain à diriger l'Organisation mondiale de la santé. Il prendra ses fonctions le 1er juillet et devra relever de nombreux défis, comme l'a souligné son prédécesseur, Mme Chan, des défis liés à la lutte contre le tabac, l'obésité et même le paludisme qui tue énormément dans les pays pauvres. Visite du président américain en Europe, Donald Trump est arrivé au Vatican pour un entretien avec le pape François. Un entretien sur des sujets de dissension entre le Saint-Siège et Washington, notamment les obstacles à l'immigration, le libéralisme économique, la vente d'armes ou la peine de mort. Du Vatican, où il a visité la chapelle Sixtine, le couple présidentiel américain s'est arrêté à Rome pour d'autres échanges avec les autorités italiennes sur la lutte contre le trafic des migrants. Ce jeudi, le président des États-Unis d'Amérique doit discuter avec les chefs d'État des pays membres de l'OTAN, avant la tenue du G7 ce vendredi sur le sol italien. Quelques autres nouvelles en bref. 48 heures après l'attaque de Manchester qui a fait 22 morts et 59 blessés, principalement des jeunes adolescents, les services de sécurité libyens annoncent l'arrestation à Tripoli du père et du frère de Salam Abedi, le présumé kamikaze qui s'est explosé à la sortie d'un concert. Selon les autorités britanniques, Salman Abedi n'aurait pas agi seul et annonce de nombreuses arrestations. Et puis Roger Moore est décédé. L'acteur britannique qui a incarné 7 fois le célèbre personnage de James Bond est mort à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer. L'annonce officielle de son décès hier a plongé le monde du cinéma dans les mois en plein cœur du festival de Cannes. Et puis en sport, je vous donne d'abord les résultats de la 15e journée du championnat MTN Elite One qui s'est joué aujourd'hui à travers le pays. À Douala, New Star a plié devant APGS de Fou, 1-2. Bamboutos et Dragons de Yaoundé ont fait jeu égal en Bouddha, 0 but partout. Même score nul vierge à Yaoundé entre Edding FC et Colombe du Dia et Lobo. À Tian, Aigle de la Menois a pris le dessus sur Yon Sport Academy, 1-0, alors qu'à Bafoussam, aucun but marqué entre Racine et Astre de Douala. Le Canon de Yaoundé a battu Feucheux FC, 1-0, même score à Bafan, où UMS de Loum a gagné face à Lyon blessé de Fotouni. L'Académie nationale de football, l'ANAFOOT, les premiers responsables sont désignés Carl Nongatio, le directeur général, et Issa Ayatou, le président du conseil d'administration, ont été nommés cet après-midi par le président Paul Biya, 2 visages bien connus du football national et africain, mais surtout 2 trajectoires d'entraîneurs et d'administrateurs du football qui forcent le respect. Raphaël Nkwa. Parti sans gloire de la présidence de la Confédération africaine de football, voici Issa Ayatou chez les siens qui l'ont reconnu à travers le président de la République qui en a fait le tout premier président du conseil d'administration de l'Académie nationale de football, l'ANAFOOT. Une structure voulue et pensée par Paul Biya qui en peaufine lentement et sûrement l'architecture organique. On ne présente plus le prince de Garoua, ce septuagénaire connaît toutes les attentes de l'administration du football depuis son Cameroun natal dont il a dirigé la fédération jusqu'à la Fédération internationale de football, dont il a assuré l'intérim de la présidence, en passant par la Confédération africaine, où il a passé près de 3 décennies comme président. Homme pondéré, plan au coup d'éclat, habile négociateur, son carnet d'adresse, son encre-gens et sa fine connaissance du monde du football ne seront pas de crocs dans cette nouvelle mission que lui confie le chef de l'État, faire de l'Académie nationale de football une réalité concrète, un incubateur de talents, un laboratoire des autres métiers connexes du football, une référence internationale, un modèle qui ne manquera pas d'inspirer les autres. Une fois de plus, la vista de Paul Biya a encore frappé un grand coup. Le chef de l'État amènement a tenu à me faire honneur. J'ai été très surpris, agréablement surpris d'avoir cette fonction. Et je ferai tout pour pouvoir mériter cette confiance, faire en sorte qu'avec l'administration qu'il a aussi nommée aujourd'hui, qu'on puisse faire quelque chose pour changer
éventuellement la figure du football camerounais. Aux côtés de l'aristocrate de la Benoué, Karl Enongachu, comme directeur général, l'humilité, la personnalité, le parcours de cet entraîneur de football formé à l'école allemande, le font bénéficier d'un état de grâce et d'une présomption de compétence à un tel niveau de responsabilité. C'est lui qui devra animer la NAFOOT au quotidien, suivant les lignes définies et classées par le conseil d'administration. Karl Enongachu, tel le sélectionneur qu'il a été, devra dès à présent recruter des compétences pour animer son équipe. Il est le pari de la jeunesse, aux côtés de l'expérience. Le mercato reste ouvert. Et le 20h30 qui s'achève, le grand supplément de la semaine nous a replongé au cœur du drame des ECA à la suite de la publication hier par le président de la République des résultats de la commission d'enquête. Nous avons parlé de cette grande préoccupation des experts en finance et gestion publique qui s'inquiètent de cet argent sale qui ruine les économies africaines. Une conférence internationale est en cours à Yaoundé. Elle a été ouverte aujourd'hui même par le Premier ministre chef du gouvernement. Et puis vous venez de le voir en sport, l'ANAFOOT a ses premiers nouveaux responsables. Karl Enongachu est le directeur général et Issa Ayatou, le président du conseil d'administration, nommé cet après-midi par le président Paul Biya. Je vous recommande ce rendez-vous juste après le journal. Retrouvez Ibrahim Chérif et ses invités dans le cadre du mensuel, le grand magazine de la rédaction, qui ce soir vous propose un regard pluriel sur les perspectives de l'économie numérique au Cameroun. Merci de votre fidélité à la CRTV. Bonsoir. Personnes concernées et que cela vienne en aide à nous les sinistrés. Ce ne sera jamais que de l'argent, le chef de l'État le sait. Dans un second élan de cœur, il institue une place du souvenir, la stèle qui va être construite sur ce site où errent les esprits de leurs proches depuis ce 21 octobre 2016. Cela traduira ce malheureux événement que nous aurions eu dans notre pays et permettrait aux enfants de s'en souvenir, même après nous. Il y a enfin le procès contre le coupable désigné, mais à quoi bon, semble-t-il dire? Chez nous, on dit une faute avouée à moitié pardonnée. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps que ceux qui seront reconnus comme responsables de cette catastrophe puissent se placer en face de nous autres victimes et nous demander pardon. Pardonnez donc, essayez d'avancer ensuite, surtout qu'il y a désormais quelques moyens présidentiels. C'était un vendredi noir que ce 21 octobre 2016, suite à l'effondrement d'une bus sur l'axe Yaoundé-Douala sur la nationale numéro 3, la horde de voyageurs va se rabattre sur le train 152 à quai à la gare de Yaoundé. Le déchaînement des événements va conduire à cet accident tragique à quelques 200 km de la capitale, près de la gare des ECA. 79 morts, près de 600 blessés. L'horreur, l'évocation d'une journée que tout le monde souhaiterait oublier. Éric Benjamin Lamère. Le 21 octobre 2016, le Cameroun aura connu son vendredi noir. Un enchaînement d'événements couronné par la catastrophe ferroviaire des ECA. En cette matinée pluvieuse, c'est l'axe lourd Yaoundé-Douala qui s'invite en premier dans l'actualité, avec l'effondrement dans la nuit au niveau du lieu dit Magnaï d'une buse. Le trafic est interrompu sur cette route vitale qui relie les deux plus grandes villes du pays. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre en ce jour de grand départ en week-end dans les deux sens. Très vite, les voyageurs prennent d'assaut les gares ferroviaires de Yaoundé et de Douala qui proposent 2 voyages quotidiens au départ de chacune des 2 villes. Entre-temps, les réseaux sociaux s'affolent. Aux alentours de 10 heures, un internaute annonce un déraillement. L'information est illustrée par des photos d'archives d'un déraillement intervenu en 2009. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV, les titres du journal.
Une consultante en finances publiques au Palais de l'Unité ce mercredi, Cristina Rivero de Teyssen, a été reçue en audience par le président de la République. Paul Biya et son hôte ont parlé d'investissement. Les leçons du drame des ECA 7 mois après l'accident du train 152 de la Camraille. Les responsabilités ont été établies par le rapport d'enquête du président de la République. Nous aurons les premières réactions des victimes dans le supplément de la rédaction. Et puis l'Académie nationale de football a ses premiers dirigeants, Carl Enongachu, le directeur général, Issa Ayatou, le président du conseil d'administration, ont été nommés cet après-midi par un décret présidentiel. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Commençons donc par cette audience du président de la République. Paul Biya a reçu ce mercredi Madame Cristina Rivero de Teyssen, une consultante internationale qui se propose de travailler à la mobilisation des capitaux au profit de notre pays. Le reportage d'Yves-Marc Mezzo. Pas de trêve au sommet de l'État. Après un week-end consacré aux manifestations marquant la 45e édition de la fête nationale, le Palais de l'Unité est de nouveau au devant de la scène. Sur l'audience du président de la République ce mercredi, un nom et un visage auquel il faudra désormais s'habituer. Madame Cristina Rivero de Teyssen, consultante internationale. Madame Cristina Rivero de Teyssen est une consultante internationale dont le lobbying a déjà permis l'implantation dans notre pays de quelques agro-industries. À l'issue de la longue audience que lui a accordée le président Biya ce 24 mai 2017, elle a clairement fait part de son désir de participer à notre projet d'émergence en travaillant à la mobilisation des capitaux. J'ai eu le privilège d'avoir l'occasion de rencontrer le président Biya et nous avons parlé de possibilités pour apporter justement d'autres capitaux, pour des nouveaux investisseurs, pour le bon développement de votre pays. On n'en saura pas davantage, la primeur étant restée à qui de droit. Mais de toute évidence, les prochains mois permettront de mieux cerner les ambitions de cette consultante internationale pour notre pays. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a reçu cette fin de matinée Jean-François Thévenaz, le directeur de JFT Consulting et Gestion. L'hôte du secrétaire général de la présidence de la République est venu présenter son projet de création d'une caisse nationale d'assurance maladie et d'accidents dans notre pays. Un projet qui vise une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Nous y reviendrons, bien entendu. L'argent sale qui ruine les économies africaines, les experts veulent arrêter la saignée qui obère les efforts de développement. Ils sont réunis à Yaoundé depuis ce matin dans le cadre d'une conférence internationale. Les travaux étaient ouverts par le Premier ministre Philémon Yan. L'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle est à l'initiative de cette conférence. Lucrèce Medundiemba. 50 milliards de dollars, c'est le montant des flux financiers illicites qui proviennent de l'Afrique chaque année. Cette enveloppe d'argent sale a été rendue publique au cours de la conférence internationale sur le thème « Combattre ensemble les flux financiers illicites, une approche africaine pour un phénomène mondial ». Les visages de cet argent sale sont bien connus. La vente de matières premières issues de la guerre, ce qu'on appelle les matières premières du sang. La transformation des flux financiers issus de la drogue, par exemple. Nous en avons ici en Afrique centrale, nous en avons en Afrique de l'Ouest. Ils transportent des fonds immenses qui se font par des mécanismes irréguliers et qui appauvrissent la chaîne de la dépense publique. Et ce sont les projets de développement de l'Afrique qui sont ainsi hypothéqués, avec à la clé des pertes sèches pour les économies du continent. Le Cameroun a perdu 7 milliards de dollars. Pour l'Afrique, entre cette période de 2003 et 2012, ils ont perdu en francs CFA 4 200 milliards. On comprend alors toute l'importance de ces assises de Yaoundé qui regroupent entre autres des experts de l'Union africaine, du Parlement panafricain, de l'Union européenne et du groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent. L'objectif visé ici étant une prise de conscience collective et un plan d'action commun contre les flux financiers illicites. Cette concertation va permettre aux participants un audit de la convention de concession État-Camraille est prescrit, une plus grande présence de l'État dans la société aussi. Dans le cas de Camraille, ça a été une concession sans un regard
une implication opérationnelle de l'État, notamment en matière des normes sécuritaires que doivent tenir une compagnie ferroviaire. Ce qui est le cas par exemple pour l'aviation, où l'autorité aéronautique existe. Et l'État annonce à brève échéance la création de la Société de gestion du patrimoine du chemin de fer. Elle aura pour rôle l'entretien du réseau ferré et la mise sur les rails de projets de modernisation et d'extension du chemin de fer. Les victimes de la tragédie du 21 octobre 2016 à Ezeka réagissent à la publication des résultats de l'enquête sur l'accident ordonnée par le président de la République, de la joie et de la reconnaissance à l'annonce de l'assistance financière complémentaire d'1 milliard de francs CFA, mais encore par l'émotion devant cette petite attention du chef de l'État qui a décidé de l'érection d'une stèle du souvenir à Ezeka pour la commémoration de cette tragédie. Quelques rescapés se sont confiés à notre reporter Martine Noël Ndengue. Tous, jusqu'à ce mardi, s'étaient mis en mode veille et oubli. Ezeka, son drame, était enfui sous plusieurs couches d'émotions qu'on évite de réveiller. Nous avons pu reprendre goût à la vie, si on peut dire ça comme ça. Essayer de penser les plaies, de penser les souffrances, de passer à autre chose. Et puis la touche du président Paul Biya, qui d'abord indique un coupable, mais ensuite prodigue le geste qui sauve 1 milliard de francs CFA aux victimes. Dans un état de choc, souvent les gens ne réalisent pas, quand bien même ils sont aidés. Mais lorsque quelqu'un a retrouvé sa lucidité et qui est un élan de cœur qui se manifeste par une telle précision, cela ne peut que nous donner satisfaction. Le plus important est que cette aide soit distribuée de manière objective à toutes les... De sortir avec une déclaration, un plan d'action pour pouvoir combattre ce phénomène et de mettre en œuvre ce plan d'action et même un mécanisme de suivi. Les travaux ouverts par le Premier ministre Philémon Yan s'achèvent vendredi prochain. Le supplément de la semaine est consacré au drame d'Ezeka. 7 mois après, le rapport de l'enquête prescrite par le président de la République ramène le sujet au cœur des préoccupations. Alors, quelle suite après la publication hier par le président de la République des résultats de l'enquête sur l'accident ferroviaire d'Ezeka? 2 aspects semblent le plus préoccuper. Le sort réservé à Camrail, dont la responsabilité a été établie par le rapport, et les indemnisations des victimes et ayants droit. Il y aura dans tous les cas des conséquences économiques et judiciaires. Notre reporter a recueilli les avis de quelques experts dans ce reportage. Rabia Toula. Système de freinage défaillant, rallonge inappropriée de la rame, surcharge. Les faits sont accablants et le verdict des experts formel. Le train numéro 152 ne respectait pas certaines règles de sécurité. Camrail est donc considéré comme principal responsable de l'accident. Sera mise à la disposition de la justice, qu'on puisse évaluer des sanctions civiles ou pénales. L'État du Cameroun demande à la Camrail de payer des dommages et intérêts. L'État démontre de manière claire qui est responsable et l'État aussi démontre qu'elle a sa part de responsabilité puisqu'elle dit dorénavant il faudra prendre plus de mesures de sécurité ou bien pour protéger des gens en cas de ce type de drame. Des morts par dizaines, des blessés par centaines, logiquement donc des sanctions appropriées, mais également un processus d'indemnisation à finaliser dans les meilleurs délais. Je prends à titre d'exemple quelqu'un qui est paralysé à 30 ans, menait une activité professionnelle depuis 5 ans. Il faudrait compenser ce coût d'opportunité ou ce coût de gain salarial qu'il aurait pu avoir. Il y en a qui ont laissé des veuves et enfants. Il n'y a point d'autre voie de sortie que de payer. L'État tient à renforcer son droit de regard sur l'activité